Après la journée de l'arbre, initiative nationale, le 1er juin dernier, c'est à tout l'environnement que le monde entier fait un clin d'œil ce 5 juin 2024. La question environnementale, celle de la restauration des terres surtout, sera en toile de fond de ce 3e numéro de la semaine de TH Matin. Heureux de vous y retrouver. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'avais commencé par le dire, ce sujet qui va nourrir cette émission, surtout notre page invitée, puisqu'on célèbre la journée mondiale de l'environnement, je vous dirais bienvenue dans notre environnement à nous, ce coin de paradis que nous avons aménagé pour vous sur télévision et hémicycle. Nos différentes rubriques sont comme des graines que nous semons dans cet environnement pour que ce monde soit vert, qu'il puisse vous plaire. Et un monde vert, c'est ce que souhaite l'artiste d'où je tiens, en tout cas qui me permet d'avoir mon coup de cœur musical aujourd'hui. On le verra face au désert qui avance. Il a des plans en main qu'il essaie de remplacer pour que tout verdisse à nouveau. Il s'agit de Gbessi Zolawadji qui nous chante Atikuka. Jimate waja o, ejimu jawa, ayingba la Jesu ayingba Jesu agbeto la pe fún isite ne nya oto ne papa ne ba Ijo le moi ti o Yemi le dogbe ozo ale trompe nous les clélo atifuka o pata le boye atifuka ele ya petonolo atimule oji mate wajao ekimuja petola pefuae kikia le trompe nous les clélo atifuka o pata le boye atifuka ele ya petonolo atimule oji mate wajao ekimuja petola pefuae le trompe nous les pleno atikuka on pata le boye atikuka ele ya petonolo atimule oji mate wajao ekimuja petola pefuae ipa atila atidoti emilado trompe nous les pleno atikuka o pata le boye atikuka ele ya petonolo atimule oji mate wajao ekimuja petola pefuae kikia le trompe nous les pleno atikuka o pata le bola atikuka ele ya petonolo atimule oji mate wajao ekimuja petola pefuae Babe atila atidoti emilado avocati emilado mito amialebene kiki ale trompe nous les pleno atikuka o pata le bola atikuka ele ya petonolo atimule oji mate wajao ekimuja petola pefuae
L'arbre fait partie intégrante de notre environnement, c'est d'ailleurs un élément essentiel et lorsqu'on en coupe, il faut en mettre d'autres. Bessi Zolawadi qui embouche la trompette de la sensibilisation quant à Tikouka Levo. À Tikouka, je pense qu'en pays minant, ça doit vouloir dire forêt. Quand le couvert végétal disparaît, il faudrait qu'on pense à sa restauration. Et il ne suffira pas d'en planter. Quand on plante des arbres, il faut les entretenir. Tout ça, ça fait partie des messages que l'artiste nous passe ce 5 juin où on célèbre l'environnement. Nous allons en parler, comme je le dis, avec notre page invitée, mais la page invitée n'est pas la seule rubrique de cette émission, TH Matin. La toute première, vous le savez, la une des journaux, tout de suite. Les journaux, ce 5 juin, continuent de faire écho de la récente expédition de la délégation béninoise en terre camerounaise pour la 30e Assemblée parlementaire de la francophonie, une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale lui-même. Le journal Le Coopérant, dans les kiosques ce mercredi, en parle encore. On peut lire en manchette de ce journal, donc, en marge des travaux de la 30e Assemblée régionale, je parle donc du journal Le Coopérant qui a commencé par parler de ce titre. On me souffle à la régie que nous allons partir plutôt à la une du journal Le Paraclet. La une du journal Le Paraclet qui ce mercredi revient sur cette expédition du président de l'Assemblée nationale en terre camerounaise. On pourra lire en bas de page de ce journal 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF, le président Louis Vlavonou évoque l'importance de la diplomatie parlementaire en Afrique, titre Le Paraclet. Nous passons à le potentiel à présent, le potentiel que dit ce journal, entre autres, ce mercredi. Cette expédition béninoise en terre camerounaise également est relayée à Assemblée nationale Afrique, Assemblée régionale Afrique de l'APF au Cameroun. Vlavonou a conduit la forte délégation du Bénin. L'événement précis, comme les journaux qui ont précédé, en parle également. 30e Assemblée régionale de l'APF. Vlavonou parle de l'importance de la diplomatie parlementaire. On parlera toujours de déplacement du président de l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci, pour la tournée gouvernementale qui est en cours, beaucoup se demandent ce que font les députés aux côtés des membres du gouvernement, puisqu'on a parlé de tournée gouvernementale. Alors, le président de l'Assemblée nationale apporte des éléments de réponse relayés par les journaux aujourd'hui. À la une de Bénin Intelligent, on peut lire, entre autres explications, tournée de reddition de comptes. Louis Vlavonou justifie la participation des députés. Bénin Intelligent qui avance ça parle aussi de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Les États prônent la vertu du dialogue politique sincère. Les 4 vérités à propos de la présence des députés dans la tournée gouvernementale justifient aussi. Présent à l'étape de Cotonou de la tournée gouvernementale, Louis Vlavonou parle de son utilité pour un meilleur contrôle de l'action de l'exécutif. Décryptage info est à retrouver dans les kiosques aussi ce mercredi. Tournée gouvernementale de reddition de comptes. Vlavonou souligne l'intérêt de la présence des députés pour un contrôle réussi de l'action gouvernementale, propose entre autres décryptage info. Nous allons cette fois-ci revenir à l'événement précis qui nous parle de la prochaine mise en service des marchés nouvellement construits. Achèvement définitif des travaux, les nouveaux marchés modernes, bientôt ouverts, titre ce journal. Voici les dates de mise en service des 9 marchés urbains de Cotonou. À lire dans les colonnes de ce journal, événement précis, en page 7. Fraternité consacre toute sa manchette à cette prochaine ouverture de marché. Mise en service des nouveaux marchés urbains et régionaux, 15 juin 2024. La date de l'enchantement, la priorité du gouvernement est que toutes les vendeuses y retrouvent leur place. Les frais d'occupation des places ne seront pas un frein pour l'activité économique, lit-on
en manchette de fraternité. Le matinal en parle aussi. D'abord, construction des infrastructures marchandes. Les nouveaux marchés bientôt ouverts, titre le matinal. Mais avant, le matinal qui propose en manchette de sa parution du jour cette bonne nouvelle, je dirais, puisque, dit le journal, grâce aux mesures fermes du gouvernement, le prix du maïs a baissé. Peut-être qu'on demandera à Stéphanie de Komandora de faire un tour sur le marché pour constater ça. Vous serez intéressé? Tout à fait. Et un sujet peut-être pour la rédaction de la télévision ici. Oui. Allez constater si, Effectivement, le prix a baissé. Ce serait de la joie pour les ménages? Oui, naturellement. C'était difficile de joindre les deux bouts en la matière. Bon, pas pour toutes les bourses. Il y a certaines bourses sur lesquelles c'est plus aisé d'aller prendre 1 kilo de maïs ou un abotoka de maïs, quel que soit le prix. Mais pour la majorité des Béninois, quand ça monte, le cours, ça grimpe, c'est compliqué. Oui. J'ai oublié de vous dire bonjour. Bonjour Saturne. J'ai été emporté par la joie de cette annonce de baisse de prix du maïs. J'espère que vous allez bien. Ça va, et vous? Action de grâce. Le bulletin d'information, on fera quels arrêts aujourd'hui? Il est constat du démarrage effectif du certificat d'études primaires et aussi nous irons au Cameroun où le président de l'Assemblée nationale a dirigé les séances plénières au cours de la 30e édition de l'APF. Voilà donc pour les titres. À développer, mesdames, messieurs, le bulletin d'information, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. La phase écrite de l'examen du certificat d'études primaires CEP a officiellement démarré ce lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national, au centre de composition de Gbodje à Porto-Novo, où composent plus de 300 candidats. C'est le maire Charlemagne Nyakouti qui a lui-même procédé au lancement des épreuves. Estelle Doponou et Ben Kevin Achawe étaient sur les lieux. Centre de composition de l'école primaire publique de Gbodje à Porto-Novo. Il est 8 heures quand la cloche sonne. C'est l'heure pour ces candidats d'être officiellement lancés pour la phase écrite de l'examen du premier diplôme académique, le CEP. Pour donner le top des compositions dans la commune de Porto-Novo, la première autorité de la ville capitale. Soyez rassurés et concentrez-vous. Ça va aller, d'accord? Bonne chance et beaucoup de courage à vous. Comme il est de mise dans les normes, les écoliers candidats à cet examen ont été formés pendant 9 mois dans leurs établissements scolaires respectifs. Un travail de coordination fait par les différents acteurs de l'école béninoise et le maire Nyankouti dit en savoir gré. Ce matin, nous sommes là pour lancer le CEPE et nous sommes très satisfaits. C'est le lieu de saluer les enseignants pour tout le sacrifice qu'ils ont consenti tout au long de cette année dans l'encadrement de nos enfants et souhaiter par la même occasion bonne chance aux enfants. C'est le premier examen de la vie. Et donc, vous convenez avec moi que c'est normal que les enfants soient stressés, mais nous les avons rassurés pour leur faire comprendre que c'est pas là on commence toujours. Donc, nous sommes très rassurés de ce que tout se passera bien. Pour que tout se passe bien tout au long de cette période d'examen, les parents devront continuer à veiller sur leur progéniture, mais avec modération. Ce que je vais dire aux parents, c'est d'éviter de surcharger les enfants en nourriture. Vous allez constater que quand les examens commencent, certains parents deviennent subitement trop disponibles pour les enfants. On les traite comme si c'était un jour extraordinaire, qu'ils continuent à se comporter avec les enfants normalement et qu'ils n'encombrent pas les centres. Les enfants sont avec des enseignants, même si ce ne sont pas les enseignants qu'ils ont toujours vus, ce sont des enseignants qui ont d'autres enfants et qui savent prendre soin de leurs écoliers, de leurs enfants. Au total,
322 candidats planchent au centre de composition de Bodier, dont 173 garçons et 149 filles répartis dans 9 salles. Cette phase écrite sera suivie de celle sportive à laquelle seront appelés ces différents candidats. Allons maintenant au centre de composition de l'école primaire publique Urbaine Centre de Porto Novo pour voir les images du démarrage officiel de cet examen du CEP. Là aussi, les épreuves ont été lancées sans anicroche. Océane Amousso, Mac Eriola. Des enveloppes hermétiquement scellées. Elles contiennent les épreuves de la première matière du certificat d'études primaires, session 2024. Ici, à l'école urbaine centre de Porto Novo, l'examen national a été lancé à 8h30. Ils sont 479 élèves inscrits et répartis dans exactement 14 salles. 35 élèves dans 13 salles et la 14 salles comporte 24 élèves. Il sera composé dans 9 épreuves. Il vient de commencer l'épreuve de compréhension de l'écrit, communément appelée lecture. Et après la lecture, ils auront à faire l'expression écrite. Et un peu plus tard, ils feront l'UST. Ils iront à la pause de la mi-journée. Ils reviendront autour de 14h30 pour l'épreuve d'ES. S'en suivra l'épreuve orale. Le représentant du maire de la ville de Porto Novo se dit satisfait des préparatifs et de la posture des élèves. Les félicitations sont d'abord à adresser aux enseignants, surtout aux directeurs d'école, qui ont bien sensibilisé les élèves, puisque dès qu'on entre dans la salle, chaque élève était déjà dans sa salle de classe. Et il y avait un silence plat dans le centre. Donc les enfants n'étaient pas agités, ne perdaient pas leur temps, et ce qui a permis le lancement correct des épreuves. Et quant aux parents, je vais leur demander de suivre régulièrement leurs enfants, de les soutenir pour qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour travailler. Parce que l'enfant, quiconque qui va au travail sans outils ne pourra rien faire. Mais l'outil de travail, ce sont les parents qui vont les fournir aux enfants. Quelques conseils sont ensuite prodigués aux élèves pour le bon déroulement de ces 3 jours d'examen national. Quittons le Bénin pour le Cameroun où le président Louis Gbagbo Vlavonou a dirigé pendant 2 jours la semaine dernière les travaux en séance plénière au cours donc de la 30e édition de l'Assemblée régionale Afrique de l'APF. Entre communication, débat, amendement et arbitrage, le chef de la délégation de la session béninoise a su combler les attentes de ses pairs. Compte rendu, Innocentia Ladagbe, André Glogossi. C'est sous le commandement de Louis Gbagbo Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, que se sont déroulés les travaux en plénière de la 30e Assemblée régionale Afrique à Yaoundé au Cameroun. Alors, chers collègues, à cette entame de notre réunion, je voudrais réitérer mes sincères remerciements en premier lieu au président de notre institution, M. Francis Douin, ici présent, pour sa participation exceptionnelle à nos travaux. J'associe également à cette marque de gratitude tous les présidents d'assemblée qui ont effectué personnellement le déplacement de Yaoundé afin qu'à notre délégué général, M. Bruno Fuchs, qui est ici présent, sans oublier toutes les délégations qui ont pu répondre à l'invitation de cette 30e régionale Afrique de l'APF. Après la lecture de l'ordre du jour, le rapport d'activité des travaux exécutés au cours des sessions précédentes a été présenté et adopté à l'unanimité des parlementaires présents. En effet, au titre du mouvement des sections, le bureau a été informé de la demande de passage au statut de section membre du Conseil général d'Andorre
anciennement section associée. Ainsi que des demandes d'adhésion de l'Assemblée nationale d'Angola en qualité de section membre, de la Chambre des représentants de Chypre en qualité de section associée et de l'Assemblée législative de Pondichéry, Inde, en qualité d'observateur. Le Parlement régional des jeunes d'Afrique. La région Afrique a été honorée d'avoir abrité la première édition du Parlement régional des jeunes. Cette activité s'est tenue en juillet 2023 à Cotonou, au Bénin. C'est le lieu pour nous de réitérer nos vifs remerciements à M. le Président de l'Assemblée nationale du Bénin pour la contribution inestimable de sa section à la réussite de cet événement qui fut une véritable réussite. Ensuite, les parlementaires ont eu droit à 2 communications, suivies de débats sur le recours au dialogue politique et le fonctionnement des institutions étatiques, et la diplomatie parlementaire, quelle utilité pour l'Afrique francophone? Le terme dialogue politique fait référence à un processus structuré de communication entre différentes parties prenantes, généralement au sein d'un État ou entre États. Le dialogue politique est un outil essentiel pour la gestion des affaires publiques, la promotion de la démocratie et la résolution des conflits. Ceci nécessite un engagement sincère, une approche structurée et souvent l'aide de médiateurs pour être plus efficace. Dans un premier temps, on a fait appel à la diplomatie classique, et puis quelquefois la diplomatie classique a trouvé ses limites, d'où l'intérêt de faire intervenir une diplomatie complémentaire à la diplomatie classique, à savoir la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire, d'abord comme un instrument d'amélioration du travail parlementaire. C'est aussi un levier pour le règlement des crises. Je crois que pour tout dialogue politique ou pour toute médiation qu'on veut faire, le choix des médiateurs ou des animateurs d'un dialogue est fondamental. Lorsque vous choisissez quelqu'un non accepté, le dialogue est déjà compromis, quel que soit ce que vous voulez faire. Il nous faut une diplomatie parlementaire et que le gouvernement, l'exécutif, ne voit pas le parlementaire comme un concurrent. Au contraire, c'est notre apport, c'est un autre soutien. La diplomatie, quand on parle de la diplomatie parlementaire, on devrait même commencer à théoriser en disant, et je pense que vous, les professeurs, les scientifiques, devrez commencer à réfléchir dans ça pour que demain, qu'on dise que tel ou tel professeur a sorti le concept de la diplomatie parlementaire. La fin des travaux a été clôturée par un dîner de gala offert aux participants. Ainsi s'achève cette session d'information sur TH Matin. Saturné Josso. Merci à vous Stéphanie Lekmandora. Merci. Je vous souhaite une bonne suite de journée. Merci à vous aussi. 13h30, rendez-vous de la rédaction pour... Tout à fait, avec Jécus Chili. On prend donc ce rendez-vous pour d'autres informations pour compléter le tableau servi par le bulletin d'information ce matin. Mesdames, Messieurs, TH Matin s'est honoré de cette rubrique. Elle continue son chemin, cette émission, pour la prochaine. Notre invité qui est déjà dans nos couloirs, Bessie Zolawadi, de la plus belle des manières, va l'introduire puisqu'on parlera de l'environnement. Voici Atikuka. Ejimunjawa ayingbala Jesu ayingba Jesu agbeto la pe fún isite ne nya oto ne papa ne ba Ijole mwati o Yemi le dogbe oso ale
trombe nuole klelo atifuka opata le boye atifuka ele ya betonolo atimule oti mate wajao ikimuja betola befuae kikia le trombe nuole klelo atifuka opata le boye atifuka ele ya betonolo atimule oti mate wajao ikimuja betola befuae le trombe nuole pleno atikuka opata le boye atikuka ele ya betonolo atimule oti mate wajao ekimuja betola befuae Tipa atila atila milado milado atidoti milado milado lati milado lobone ti milado milado atisu ye milado le trombe nuole pleno atikuka opata le boye atikuka ele ya betonolo atimule oti mate wajao ekimuja betola befuae le trombe nuole pleno atikuka opata le bola atikuka ele ya betonolo atimule oti mate wajao ekimuja betola befuae Babe atila atila milado milado atidoti milado milado lati milado milado muti milado 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 avocati milado 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 mito amialedene milado mito amialedene le trombe nuole pleno atikuka opata le bola atikuka ele ya betonolo atimule oti mate wajao ekimuja betola befuae. Quand on chante du Agbadia, c'est un rythme engagé, il faut un peu de force en quelque sorte pour y aller, un peu d'engagement. Un engagement qui se traduit aussi par le message que passe l'artiste. Planter des arbres, je le disais à l'entame de cette émission, les arbres font partie intégrante de notre environnement et en ce jour on célèbre l'environnement. Pourquoi ne pas en parler de façon plus fournie? Et c'est la raison d'être de cet invité que je reçois aujourd'hui. Le temps pour moi de l'installer confortablement. Restaurer les terres, c'est l'un des sujets que cette édition de la Journée mondiale de l'environnement voudrait qu'on aborde. Lorsqu'elle est dépouillée la terre, il faudra bien trouver le mécanisme de la réhabiliter, n'est-ce pas? Comment réussir à relever ce défi dans un contexte où les terres sont de plus en plus sollicitées? Pour en parler, je reçois Joie Didier Sossoukpe. Bonjour, monsieur Sossoukpe. Bonjour, monsieur Djossou. Heureux de vous accueillir. Vous êtes écologue, environnementaliste. Vous êtes chargé suivi évaluation à BEES, ONG, BEES pour dire Benin Environment and Education Society, une ONG dont on a reçu déjà le président, le directeur exécutif par ici, monsieur Maximin Diondo. Exact. Merci de venir à sa suite. Je vous remercie. On demande donc que les terres soient restaurées pour cette édition de la Journée mondiale de l'environnement. Dites-nous, est-ce qu'on peut vraiment redonner à la terre ce qu'elle a perdu? Merci, monsieur Djossou. D'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau pour parler aujourd'hui de la Journée mondiale de l'environnement. Avant de répondre à votre question, permettons de faire un petit zoom sur aujourd'hui, le 5 juin, qui marque la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. D'abord, il faut rappeler que le 5 juin marque l'ouverture de la première plus grande conférence des Nations Unies consacrée aux réflexions liées aux défis environnementaux qui a officiellement été lancée en Suède, dans la ville de Stockholm, en 1972.
Alors, chaque année, un thème est dédié pour pouvoir mieux sensibiliser tous les acteurs à tous les niveaux pour la conservation et la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, cette année, le thème qui est au cœur de cette campagne, c'est de conduire une restauration de nos terres. Et donc, comment est-ce qu'il faut restaurer nos terres? Il faut d'abord comprendre que nous devons d'abord passer par le reboisement. Le reboisement et aussi la forestation. Au-delà de la restauration, au-delà du reboisement et de la forestation, nous devons aussi promouvoir des pratiques vraiment durables et responsables. Il y a l'agroforesterie que nous devons promouvoir, parce que quand les terres sont dégradées, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons surexploité ces terres-là, nous avons perturbé l'équilibre de ces terres-là, et nous avons dérangé certains éléments que nous ne pouvons pas, au fil du temps, en fait, continuer à bénéficier. Et en perturbant cette terre, nous risquons, au fil du temps, de perdre beaucoup de choses sur le plan, par exemple, de la biodiversité. Si les terres sont dégradées, nous perdons assez de choses et ça pourra aussi agir sur nos vies et l'économie. Je perçois à travers votre réponse déjà la réponse à ma question, puisque je demande si on peut redonner à la terre ce qu'on lui a arraché, ce qu'elle a perdu en faisant du reboisement. On apporte des éléments à la terre en faisant de l'agroécologie, de l'agroforesterie. On apporte à la terre certains éléments qui lui manqueraient. Justement. Mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments qu'on peut se retrouver à offrir à la terre pour la restaurer qui vont davantage la dégrader? Est-ce que restaurer la terre, ce n'est pas une brèche qui est encore ouverte pour qu'on dégrade la terre davantage en lui apportant des éléments qui, à la longue, ne feraient que la dépouiller? Oui, il faut être très très prudent en termes de restauration des terres, parce que déjà que la terre a été dégradée, ça veut dire qu'il y a eu perturbation. Et quand on perturbe, pour pouvoir redonner à la terre ce qu'elle a perdu, c'est un peu ambitieux de penser restaurer, redonner tout ce que la terre a perdu. Mais nous donnons espoir, nous restons pas optimistes que nous pouvons, avec des pratiques durables, redonner pas la totalité, parce qu'il y a des nutriments qui ont été dégradés dans le sol, il y a beaucoup de perturbations. À la longue, c'est un processus. Et pour pouvoir réussir ce processus, il faut aussi associer la science, d'où nous devons travailler avec une méthodologie vraiment pointue, avec des laboratoires du moins vraiment appliqués dans ce domaine-là, pour redonner effectivement sur le processus, pour que, en voulant restaurer la terre, en voulant restaurer nos écosystèmes, on n'apporte pas des éléments qui puissent perturber l'équilibre de ces milieux-là. Je prends par exemple un milieu dans lequel il y avait des espèces qui ont été dégradées. En voulant restaurer cette terre, par exemple, nous devons faire attention pour apporter du nouveau, ces mêmes espèces qui ont été enlevées au départ dans ce milieu-là. Donc, c'est vraiment des études qu'il faut faire et vraiment sur le plan scientifique, être pointu pour ne pas, en voulant résoudre le problème, en créer d'autres davantage à cet écosystème qui a été dégradé. Ça dit que si un espace donné, il y avait des espèces qui ont disparu, en apportant d'autres espèces, on participe ainsi à dépouiller davantage ce sol, en apportant d'autres espèces qui n'étaient pas des espèces qui étaient là. Exactement. Donc, aujourd'hui, il y a aussi la technologie aujourd'hui qui nous aide à vraiment mieux aller à la restauration des terres. Par exemple, aujourd'hui, avec l'IADN, on peut déjà voir, étudier quelles sont les espèces qui étaient dans le milieu auparavant, avant qu'on en ait à ce niveau aujourd'hui. Et on fait le feedback et on ramène, on essaie de réintroduire ces mêmes espèces-là dans le milieu pour pouvoir respecter l'équilibre de ce milieu-là. La technique de restauration que nous avons souvent, ou qu'on note de plus en plus dans nos campagnes pour les endroits où les terres sont exploitées à des fins agricoles, c'est apporter à la terre des engrais pour mieux l'amener à mieux donner ce qu'on souhaite d'elle. Est-ce que c'est une bonne pratique? Et la question est un peu délicate parce que utiliser des engrais chimiques ou bien utiliser des engrais biologiques, cela présente des avantages et des inconvénients. À nous de voir aujourd'hui qu'est-ce que nous voulons pour notre planète Terre.
longtemps, on a utilisé des engrais chimiques. En utilisant des engrais chimiques, ça veut dire quoi? On accélère la mobilisation des nutriments du sol. Et comme inconvénient, ça facilite la dégradation du sol. Mais quand nous utilisons, par exemple, des engrais biologiques, c'est que nous n'avons pas les mêmes résultats que nous avons si on utilisait les engrais chimiques. Mais c'est une pratique vraiment durable et responsable. Donc, en utilisant les engrais chimiques, nous intensifions la production, nous sollicitons plus le sol, mais en utilisant vraiment les engrais biologiques, le processus est plus lent. Donc, à nous de voir quels sont les choix que nous voulons faire face à l'urgence que nous avons. Selon une étude publiée par la Convention des Nations Unies sur la désertification, aujourd'hui, nous sommes à près de 40% de terres dégradées sur toute la planète Terre. Donc, nous allons progressivement, nous allons progressivement vers une échelle où nous allons perdre une énorme partie de la planète Terre qui sera dégradée. Donc là, le choix s'impose à nous. Nous devons promouvoir des bonnes pratiques, passer donc à l'utilisation vraiment des engrais biologiques pour freiner la dégradation de nos sols. Parce que si d'un côté, nous passons à la restauration, il faudrait que dans nos actions futures, nous puissions vraiment être responsables, utiliser les bonnes pratiques pour pouvoir contribuer à ce que nous produisons comme action. Lorsque vous recommandez, vous plaidez pour les engrais bio au lieu des engrais chimiques, est-ce que ce discours que vous tenez est entendu? Parce que les engrais chimiques, ce sont de grosses firmes qui se cachent derrière et qui voudraient montrer aux producteurs que quand on utilise ces engrais, le rendement, il est meilleur. Et pour le producteur, quand le rendement est meilleur, c'est qu'il touche plus d'argent. Est-ce que quand vous tenez ce discours de engrais bio au lieu d'engrais chimiques, c'est entendu? Est-ce que vous avez l'impression que pour ceux qui dirigent, pour ceux qui sont des décideurs, ils sont penchés à adopter cette solution-là? Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous faisons que faire le plaidoyer, le lobby pour que les bonnes pratiques soient vraiment adoptées. Et sur le terrain, qu'est-ce que nous faisons? Nous informons, nous sensibilisons les communautés à vraiment comprendre l'enjeu que nous avons aujourd'hui dans notre contexte où il y a les changements climatiques, la dégradation des terres, vraiment la biodiversité qui est en train d'aller en perte. Donc, face à tous ces défis environnementaux, le choix est là. Nous portons tout le temps le message aux décideurs. Aujourd'hui, d'abord, qui est la journée mondiale de l'environnement, nous passons par ce canal aujourd'hui pour encore réitérer notre engagement, pour encore élever ce message vers les décideurs. Nous sommes en train de perdre nos terres sont en train d'être dégradées. Oui, nous voulons un développement économique, mais il faut que nous pensons d'abord à un développement plus durable. Et un développement durable, c'est un développement qui prend en compte l'environnement, le social, l'économie, etc., etc. Donc nous devons, oui, utiliser des engrais, mais pensons utiliser des engrais vraiment biologiques pour pouvoir conserver l'équilibre de nos terres. Vous avez commencé par en parler, apporter à une terre dégradée les espèces qu'elle avait abritées en temps ferait partie des techniques de restauration. Est-ce qu'il y a des techniques qui sont passe-partout, des méthodes passe-partout, qu'on pourrait appliquer, ou quand on va dans des zones de façon spécifique, il faut faire attention à chaque élément qui entre en ligne de compte pour la restauration de la terre? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Et pour restaurer les terres, il n'y a pas une formule magique standard qu'il faut appliquer de manière globale. En fonction de chaque écosystème, quand on prend la terre, il y a les écosystèmes marins, les écosystèmes terrestres, etc. Donc, je prends par exemple les cas des zones humides. Pour pouvoir restaurer les zones humides, il y a toute une méthodologie qu'il faut suivre. Donc, ce n'est pas forcément la même méthodologie qu'il faut suivre si nous voulons restaurer une forêt sur une terre ferme qui a été, sur un plateau qui a été dégradé. Donc, en fonction de chaque milieu spécifique, on apporte vraiment on applique une méthodologie vraiment appliquée pour pouvoir réussir cette restauration et réussir à inverser la tendance de dégradation de ces écosystèmes-là. Dans le contexte béninois, qu'est-ce qui est recommandé? Oui, au Bénin, ça ne change pas en termes qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, nous devons passer par la restauration, la restauration à travers le reboisement, où on plante des plants
sur des espaces qui ont été dégradés. Il y a aussi la restauration des zones humides, par exemple. Nous, on est aussi actifs du moins oui, sur ce volet-là. Il y a aussi la promotion vraiment des gestes éco pour pouvoir permettre à la terre de ne pas se dégrader. L'agroforesterie, par exemple, ça se fait déjà au Bénin. Les collègues dans le domaine font vraiment la publicité pour que les populations puissent vraiment passer à l'agroforesterie. Donc il y a beaucoup d'approches que nous mettons aujourd'hui en œuvre au Bénin pour pouvoir réduire la dégradation de nos terres. Et c'est aussi l'occasion de lancer encore un cri de cœur à tous les acteurs qui ne cessent de porter haut le flambeau de la sensibilisation, parce que si on ne sensibilise pas la communauté sur les enjeux que nous courons en adoptant certaines pratiques non durables, c'est que nous courons vers la perte de la biodiversité, nous courons vers la dégradation de nos terres. Et aujourd'hui où nous sommes en train de traverser tout ce qui est lié à la crise climatique, vous voyez ce que je veux dire. Donc, restaurer nos terres aujourd'hui, c'est l'une des meilleures manières pour nous. Aussi, on peut aussi se baser sur les solutions fondées sur la nature. De quoi on utilise la restauration, on redonne à la terre, on utilise les écosystèmes pour pouvoir être résilient à tout ce qui est défis environnementaux. Si on cherchait des responsabilités à situer dans cette histoire, l'homme est-il responsable de cette dégradation, ou est-ce que, oui, quand on parle de changement climatique, il y a forcément des activités humaines qui sont derrière? Quand on a une terre qui se dégrade, quand il faudra chercher un coupable, faut-il se tourner vers ceux qui exploitent cette terre, ou est-ce qu'il faut dire que c'est la nature? La terre, elle est un don de la nature, et si elle se dépouille, c'est que certainement, bon, elle a tellement été sollicitée qu'elle a perdu. Est-ce que c'est l'homme qui a été le premier, le responsable de cette dégradation que nous constatons aujourd'hui? Oui, le premier élément perturbateur de cette terre, c'est l'homme. Parce que nous, on va partir un jour. Et quand nous allons partir, qu'est-ce que nous allons laisser? Là, la question se pose encore. Donc, de manière générale, c'est l'homme qui perturbe. C'est vrai, il y a et l'homme, en perturbant, déclenche encore d'autres facteurs qui aggravent la situation au jour le jour. Les études nous ont démontré que tant que nous n'allons pas réduire, aujourd'hui, dans les pays occidentaux, ils surproduisent. Vous voyez? Et en surproduisant, les gens ont déjà sont passés par des modèles de production où aujourd'hui, ils sont dos au mur. Et aujourd'hui, l'Afrique, nous sommes au moins sur une bonne voie où nous pouvons changer les donnes. Donc, l'homme est le premier responsable de cette dégradation. Et si nous arrivons aujourd'hui à prendre conscience pour pouvoir inverser la course, c'est que nous pouvons sauver nos vies. Nous pouvons sauver ce qui nous reste pour que les générations futures puissent aussi en profiter. Et d'ailleurs, la décennie des Nations Unies sur la restauration qui coule de 2021 à 2030, mais attention sur ça, nous sommes la génération qui subit et nous sommes la génération qui devons changer, qui devons passer par là pour restaurer les écosystèmes pour que nous puissions garantir une génération, garantir aux générations futures un avenir meilleur. Quand on recommande des engrais bio sur le terrain, c'est pas forcément, on a commencé par parler de la production, ce que ça donne. Comment est-ce qu'on peut réussir à améliorer? Parce que quand on parle d'amélioration, beaucoup trouvent déjà de l'intervention de la chimie dedans. Comment peut-on améliorer ces engrais biologiques que nous avons afin qu'ils puissent permettre aux producteurs de produire ce dont on a besoin pour nourrir la population? Oui, aujourd'hui, c'est d'abord associer les laboratoires qui vraiment suivent de près c'est la production ou bien voilà, le développement de ces engrais-là. Et si s'ils ne sont pas associés à cela, c'est que nous pouvons passer à côté. Donc il est vraiment important d'associer la science à tout ce que nous faisons pour pouvoir trouver une solution ou bien des solutions idoines à tout ce que nous développons, à tout ce que nous entreprenons comme action pour pouvoir résoudre ce problème de dégradation en utilisant des engrais surtout biologiques.
Joie Didier Sosopé, je rappelle, vous êtes écologue environnementaliste, vous êtes chargé suivi évaluation à BIS ONG, BIS World Benin Environment and Education Society. Merci d'avoir préparé ici pour parler, pour aborder ce sujet de restauration des terres. Merci à travers vous à toute l'ONG BIS qui est disponible à nous accompagner à chaque fois que nous la sollicitons pour un de ces sujets. Je vous souhaite une bonne suite de journée. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, TH Matin va se poursuivre, rubrique après rubrique. Cette fois-ci, vous le savez, pour desservir chaque numéro, c'est sur la toile que nous nous retrouvons. Notre guide au-delà de moi, il s'appelle Polo Aounou, il est déjà aux portes. Il faut dire qu'il est écologue, environnementaliste. De toute façon, il va semer les sujets qu'il nous a proposés aujourd'hui. On verra si dans cet environnement, ce se révère. Jimate waja o, ejimu jawa, ayingba la Jesu e, ayingba Jesu a, agbeto la pe fún e, isite ne nya ọ̀tọ̀ ne papa ne ba e. Ijo le moati o, yemi le dogbe ozo ale. Le trompe nous le clélo, atifuka o pata le boye. Atifuka ele ya betonolo, atimule o timate wajao, ekimuja betola befuae. Kikia le trompe nous le clélo, atifuka o pata le boye. Atifuka ele ya betonolo, atimule o timate wajao, ekimuja betola befuae. Le trompe nous le clélo, atikuka o pata le boye. Atikuka ele ya betonolo, atimule o timate wajao, ekimuja betola befuae. Tipo atila, atidoti milado, milado, boneti milado. Il est comme Larousse, mais je ne dirais pas qu'il sème à tout vent. Il moissonne les sujets à tout vent, surtout quand il est sur la toile. Polo Aounou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'environnement TH Matin, qui est le vôtre, que vous connaissez bien. Vous participez à la restauration de cet environnement avec, sur la toile, votre rubrique. Avec beaucoup de plaisir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous faisons cet exercice tous les matins. Et je pense que ça aide beaucoup ceux qui nous suivent à savoir être informés de ce qui se passe sur la toile. Parce que les réseaux sociaux sont également un média. Ah oui, eh oui. On parle d'arbres à planter, mais un arbre est tombé. Et pas n'importe lequel, nous sommes du côté de Ouida. Eh oui, c'est cet arbre qui a plus de 300 ans et qui est situé au niveau de la place aux Enchères, encore appelé marché des esclaves, qui est un lieu où se tenait l'échange des esclaves, les esclaves qui étaient destinés aux Amériques. C'est un lieu où se faisait ce commerce à l'époque. Cet arbre est tombé de façon miraculeuse, en réalité, il n'y a pas un événement qui a occasionné cela. Et il n'y a pas eu d'orage pour qu'on dise que l'arbre a été... Il est tombé de lui-même. Il va falloir que les hauts dignitaires, qu'on interpelle les gardiens de la tradition pour qu'ils puissent venir
nous expliquer ce phénomène. C'est cette actualité qui a agité un peu la toile hier. On aimerait partager avec nos amis qui vont également regarder une courte vidéo de ce qui s'est passé. On ira sur la page, j'allais dire, de Allo Bénin qui dit « Un fait peu ordinaire à Ouida ». Le grand arbre de la place aux enchères à Ouida, devant la maison de Tchacha Ier, Don Félix Francisco de Souza, qui s'appelle aussi Danti, et la place d'Antissa, s'est effondré hier tard dans la nuit en se fendant en deux, de haut en bas. Danti est aujourd'hui l'un des rares témoins de la tragédie de la traite négrière encore vivant. Cet arbre aurait plus de 300 ans. Si la régie est avec nous, on va vous montrer l'image de cet arbre. Filmé sur les lieux, déjà par terre, avec la complicité de Ryan Ayorene et de Kevin Achawe, qui sont en train d'assurer la réalisation aujourd'hui. Nous découvrons donc cet arbre par terre, hélas. Chose miraculeuse, comme vous le précisiez, Polo, l'arbre s'est fondu en deux. Ce n'est pas qu'il a été déraciné, il s'est fondu en deux. C'est comme vous l'avez dit, aux dignitaires, quand on va les interroger, quand ils vont consulter le FAS, si c'est un message que l'arbre nous envoie, que les ancêtres nous envoient, il va falloir déjà décrypter ce message et faire ce qu'il y a à faire à propos. Oui, nous allons proposer aux amis internautes et téléspectateurs l'image de cet arbre quand c'était debout. Je ne sais pas si la régie est avec nous. L'arbre, lorsqu'il était encore debout, c'est ce que nous voulons voir cette fois-ci, là il est encore à terre. Ryan Ayorine et puis Kevin Achawe nous aideront à retrouver cette image de l'arbre de la place aux enchères. Le Danti, lorsqu'il était encore debout, je pense que il y a quelques problèmes de ce côté-là. Oui, commentaire des internautes à Faou. Voilà, là nous avons l'arbre debout. Oui. Voilà à quoi il ressemblait quand il était encore debout. Et malheureusement, c'est une image qui appartiendra désormais aux archives. À Faou Bruno qui met un commentaire, il faut simplement planter un autre. Nous sommes en juin, mois favorable à la plantation de l'arbre. Et puis Moria Sagbessi de lui répondre en disant: on parle d'un arbre qui a peut-être plus de 4 siècles. Il dit, planter aujourd'hui et commencer par compter dans 400 ans, il fera aussi 4 siècles. Bon, non, le Baba Tchèque qui dit, c'est maintenant les forestiers doivent nous justifier les salaires qu'ils prennent chaque fin de mois en replantant cet arbre. Nicolas Montondi, mais un déguerpissement divin. Beaucoup de vies sont libérées. Gloire à Dieu, c'est un pasteur certainement qui écrit ce commentaire. Barcos, son salut, qui met donc les grandes choses aujourd'hui vont partir un jour. Rien n'est éternel, sauf l'éternel. Donc, Victor Awekmon, qui met, ils n'ont qu'à mettre les caterpillars en exécution et replanter l'arbre. L'histoire ne peut pas disparaître aussi facilement. Je trouve que s'il y avait possibilité vraiment de remettre l'arbre en place, il pourrait être fragile et considérer peut-être une source d'insécurité pour ceux qui s'y retrouveraient. Ça pourrait tomber à tout moment sur eux. Mais s'il y a vraiment des techniques pour restaurer cet arbre, il faut le faire parce que c'est un lieu touristique et je pense que ça va créer de manque à gagner pour l'industrie touristique béninoise. Je pense que c'est un casse-tête pour nos autorités. Ils finiront pas trouver une solution parce que cette histoire ne peut pas disparaître aussi facilement. C'est clair. Danti, c'est toute une histoire. Devant la place, la maison de Don Francisco Tchacha, qui est également un négrier. Nous allons passer au second sujet, Polo Aounou. Oui, c'est un soutien. Oui, d'un humoriste ivoirien qui, à l'origine, enfin, il a fait plusieurs posts, mais il dit que quand la Côte d'Ivoire n'avait pas un terrain homologué pour jouer les matchs internationaux, c'était le Bénin qui les accueillait. Et qu'aujourd'hui, que le terrain, le stade Mathieu Kérékou est déclassé par la FIFA et que c'est la Côte d'Ivoire qui nous accueille, que c'est le moment pour les Ivoiriens de nous retourner l'ascenseur et de soutenir les guépards du Bénin, un geste beaucoup apprécié par les Béninois. Nous, c'est sur la page de Roméo Aklozo qu'on a eu l'information, c'est vrai, qu'on a lu sur sa page, mais Roméo Aklozo a partagé cette information avec ses lecteurs. Il met ceci, après une publication sur ses réseaux sociaux, en début de week-end où il a donné le ton, le magnifique Romain Lecouvert, ce dimanche, l'artiste comédien ivoirien apparaît dans une vidéo pour réaffirmer tout son soutien au capitaine Mounestive et au Guépard du Bénin. Il invite les Ivoiriens à remplir le stade Félicia d'Abidjan les 6 et 10 juin prochains
pour pousser le Bénin à la victoire. Vidéo de cet artiste comédien ivoirien qui rappelle les Ivoiriens soutenus. Capi de Capi, Steve Mounier, capitaine Steve. Ouais, Capi, l'homme qui a le brassard, tout le pays compte sur toi. Et les éléphants, les Ivoiriens, tout le monde, allez là, on est à Bénin, il n'y a pas l'homme. Voilà, chacun est déjà sama dans son maillot, voilà le drapeau béninois qui flotte. Rwanda, c'est quoi? Vous avez validé ça, étalé ça comme linge, il n'y a pas de mouvement. Et Nigeria là, aïe, vous me connaissez, on a secret de ça. Donc les gars, rendez-vous le 6 au Félicia pour soutenir les guépards à la victoire finale avec le capitaine Steve Mounier, tous ces éléments pimpants. C'est le Bénin qui va gagner le 10. Nigeria va prendre encore les guépards. Il n'y a pas de mouvement. C'est le commandant Moriba. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Pharmacie ne fait pas publicité, mes médicaments sortent. C'est le pro des pros. On est ensemble, les gars. Force à vous mobiliser, gonfler comme un seul homme. Hey, nous, on sera au Félicia, ça sera. Hey, et puis Bénin va faire ça, zo. Il n'y a pas l'homme pour guépard. Les Ivoiriens avec leur jargon. Ouais. David Odou met en commentaire, très heureux de suivre cette vidéo. Et je me demande où sont nos influenceurs du côté béninois. Nous n'en avons pas des moindres qui sont proches des Ivoiriens qui peuvent déjà lancer des choses comme cela sur les réseaux sociaux. Tout ceci compte pour les joueurs, surtout dans un contexte où nous jouons nos matchs à l'extérieur et les autres nous soutiennent. Fanico, Axel Meril Sofono. Il interpelle ces deux qu'il... Fanico qui de plus en plus est du côté de la Côte d'Ivoire, Axel Meril qui n'est plus un étranger en Côte d'Ivoire, même s'il est concentré sur les casinos. Voilà. Il peut faire quelque chose. Guillaume Adouvi qui met merci beaucoup, cher commandant Moriba, pour l'amour. Le Bénin et les Béninois adorent aussi la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. On est ensemble depuis longtemps. Falana, Prince Dourosimi qui dit « J'ai encore un amour particulier pour la Côte d'Ivoire. Tout pays qui peut promouvoir mon pays est mon pays. » Et puis Adrien Salomon qui dit « La reconnaissance d'une dette vous fait agrandir. Merci au peuple ivoirien. » Et Jean Ayelade qui dit « Ce monsieur est à féliciter. C'est ce que nos compatriotes en Côte d'Ivoire devraient faire. Merci. » Magnifique. Le dernier sujet rapidement. Nous souhaitons à l'avance bon match. Et bonne chance au nôtre parce que c'est demain. Ah, demain déjà le 6. Ouais, je pense qu'on reviendra ici parler de la victoire des écureuils face des guépards. Des guépards. C'est plus écureuils, c'est guépards. Encore plus vite maintenant. Voilà. Dernier sujet rapidement. Dernier sujet, c'est ce qui se passe au Nigeria depuis le lundi. L'actualité qui a fait paralyser tout le pays. C'est une grève générale. Au Nigeria, il y a coupure d'électricité, même l'aéroport ne fonctionne pas. Je pense que finalement, hier, nous avons appris que les syndicalistes ont décidé de marquer une pause, le temps de négociation avec, sur le SMIC, je pense. C'est exact. Et puis, il y a aussi certaines primes qui étaient supprimées et que les syndicats demandent qu'on restaure. Les éditions Sidoya qui met grève au Nigeria, l'électricité coupée, des aéroports fermés. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, est paralysé depuis lundi en raison d'une grève générale menée par les principaux syndicats du pays. Cette grève vise à réclamer une augmentation des salaires face à la pire crise du coût de la vie depuis des décennies. Des coupures d'électricité et la fermeture des principaux aéroports témoignent de l'ampleur de ce mouvement social. Les réformes économiques mises en place par le président Tinubu, notamment la suppression des subventions au carburant, ont provoqué une inflation galopante atteignant des niveaux jamais vus depuis 28 ans. En réaction, les travailleurs ont décidé de frapper fort en fermant le réseau électrique national et en expulsant des opérateurs d'une station de transmission clé. La Transmission Company of Nigeria a indiqué que les tentatives de rétablir le courant ont été entravées par les grévistes. Les effets de la grève se font sentir dans tout le pays. À Abuja, la capitale, et à Lagos, le centre économique du Nigeria, les fonctionnaires ont déserté leurs postes ou ont barré les entrées de leurs bureaux, y compris dans les aéroports. Les travailleurs de l'aviation ont reçu l'ordre de ne pas se présenter jusqu'à nouvel ordre selon leurs associations. Et puis, voilà, quelques images de ce qui se passe au Nigeria. Puis on passe aux commentaires. En commentaire, nous avons Laurent Banao qui dit « C'était prévisible. Avec la dévaluation du Naira, la suppression de la subvention des prix du carburant et une inflation grimpante, on peut arriver à une telle situation. Le travailleur se retrouve à travailler pour pouvoir survivre.
Je comprends maintenant pourquoi il y a une forte migration des Nigérians vers le Burkina, particulièrement dans la ville de Bobo. Makori Gasoil qui met en commentaire avec tous ces sabotages, saccages, pillages qui paient plus. Encore vous, la basse classe, c'est encore sur vous. Les taxes seront prélevées pour réparation de tous ces dégâts. Mais qui suis-je? Jules Bakouan, quant à lui, met en commentaire, Tinubu même, ce n'est pas la peine quoi. Comment tu peux avoir problème de carburant alors que le Nigeria est un grand producteur de pétrole jusqu'à aller supprimer les subventions et les salaires restent constants. Et pour finir, Dembélé Fangsé qui dit, voilà la démocratie. Ils ont commencé, certainement celui-là doit être un Burkinabé ou je ne sais pas, un Nigérien. Il dit, voilà la démocratie, ils ont commencé avant nous à faire face aux terroristes, mais jamais une privatisation des libertés. En lisant les commentaires, on s'inquiète de là où on est actuellement. Là où nous sommes actuellement, c'est-à-dire à la fin de cette émission. Exactement. Merci à vous pour cette touche, celle que vous apportez au jour le jour à TH Matin, mesdames, messieurs. On ne cessera jamais de vous dire merci pour votre attention, merci de nous adopter, merci de nous faire une place chez vous chaque matin pour vous permettre de mieux démarrer votre journée, vous. TH Matin de ce mercredi, c'est déjà tout. Merci à Kevin, à Tchaoué, à Rayana Yorgini pour la réalisation, à Charlie Tomavo pour la mise en onde, à Ulrich Chalichonou pour la régie son et tous les autres collaborateurs qui étaient de l'autre côté, ma chef d'édition, Océane Amoussou. Restez d'un autre, puisque le programme se poursuit sur Télévision Hémicycle pour TH Matin, ce sera encore demain. Restez Téléhémicycle.